Bienvenue dans notre analyse. Vous savez, quand on regarde une carte de l'Afrique de l'Ouest en ce moment, on a vraiment l'impression d'assister à une sorte de... De grands démêlages. C'est le mot juste, oui, un démêlage. Les anciennes alliances se défont, de nouvelles se créent, et tout ça sur un fond de crise sécuritaire, humaine, d'une intensité assez rare. Tout à fait. Et la grande question, c'est de savoir si on assiste à la naissance d'un nouvel ordre régional ou au début d'une période de chaos. C'est exactement ce qu'on va tenter de décrypter, en se plongeant dans les événements marquants de ces 2 dernières semaines. Cette analyse vous est d'ailleurs présentée par ProWave AI et elle est générée par Stylo News, l'application d'information qui utilise l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Stylo News, c'est la version grand public d'un logiciel professionnel Stylo Intellops. Exactement, un outil qui est normalement conçu pour des entités gouvernementales, militaires, commerciales. Ce qui veut dire que l'analyse qu'on fait aujourd'hui, elle s'appuie sur une puissance d'analyse qui est habituellement réservée aux grands décideurs mondiaux. C'est un accès assez unique. Tout à fait. Et pour aborder cette question d'ordre ou de chaos, les sources qu'on a analysées nous orientent vers 3 grands axes qui sont en fait profondément liés. D'accord, lesquels? D'abord, l'insécurité qui semble vraiment s'aggraver, notamment en Nigeria. Ensuite, on verra comment cette insécurité pousse à des réalignements géopolitiques spectaculaires au Sahel, Avec de nouvelles alliances, j'imagine? précisément. Et enfin, on verra le coût humain de tout ça, parce que derrière les grandes manœuvres, il y a des crises humanitaires qui s'intensifient. Alors, commençons par le Nigeria. Tous les yeux semblent tournés vers ce pays en ce moment. L'histoire de cet enlèvement de masse dans l'état de Kaduna, le 18 janvier, elle est particulièrement choquante. Ah oui, on parle de plus de 170 fidèles chrétiens kidnappés en plein service religieux. C'est énorme. Et ce qui est encore plus troublant, c'est la réaction initiale des autorités, n'est-ce pas, Eve? La police locale qui a commencé par nier les faits. Ce déni initial est très révélateur. Il a fallu une pression médiatique et civile vraiment intense pour que le gouvernement national admette finalement l'ampleur de l'attaque. Mais ce n'est pas un cas isolé, c'est ça le problème. Non, loin de là. Cet événement, aussi terrible soit-il, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça s'inscrit dans une vague de violence qui pousse des organisations comme le Forum des dirigeants du Sud et de la Middle Belt à hausser le ton. Et qu'est-ce qu'ils réclament? Ils ne se contentent plus de condamner. Ils accusent le gouvernement d'inaction et ils réclament des changements structurels. Par exemple, la création de polices d'État. Parce qu'ils estiment que la structure fédérale actuelle est incapable de protéger les citoyens au niveau local. C'est exactement ça. C'est une critique de fond du système. Et cette violence, elle ne se limite pas à Kaduna. Les sources parlent d'attaques dans l'état de Sokoto, près de la frontière avec le Niger. Oui, par le groupe terroriste Lakurawa. Et même d'infiltration de combattants. On a aussi plus de 40 morts dans l'état du Niger. C'est une vraie contagion. Une contagion qui a fini par provoquer une réaction extérieure. Absolument. Et c'est cette perception de contagion qui a servi de justification à une intervention. Le 25 décembre, les États-Unis ont mené des frappes de missiles dans l'état de Sokoto en visant précisément ce groupe Lakurawa. Et la justification officielle de Washington? Elle était claire. Protéger les communautés chrétiennes menacées par des groupes affiliés à Boko Haram ou à l'État islamique. Une justification de protection des minorités, donc. Mais sur le terrain, cette version est loin de faire l'unanimité, j'ai cru comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. De nombreux observateurs locaux, des experts en sécurité, remettent totalement en cause ce narratif. Pour quelle raison? D'abord, ils pointent les pertes civiles, qui sont souvent passées sous silence dans les communiqués officiels. Et ensuite? Ensuite, ils suggèrent des motivations plus géopolitiques. La région est riche en ressources et certains y voient une tentative américaine de sécuriser ses intérêts et peut-être de contrer d'autres influences. L'influence russe, par exemple? Notamment, le gouvernement nigérien du président Tinubu a d'ailleurs accepté cette aide américaine avec une réticence assez palpable. Il est pris entre le besoin de soutien et la crainte de paraître faible. On voit bien la complexité. Et l'armée nigérienne elle-même, comment réagit-elle face à tout ça, Sam? Alors, la réponse est double. Sur le plan militaire, le chef d'état-major, le lieutenant-général Wedi Shaibu, a fait des annonces fortes. Plus de troupes, meilleur renseignement, c'est la réponse, disons, classique. Et l'autre partie de la réponse? Elle touche directement la population, comme la fermeture de nombreuses écoles dans les zones les plus dangereuses. Certaines commencent à peine à rouvrir, et sous haute surveillance. Ça montre que la menace reste très, très élevée. Cette pression sécuritaire interne a donc des répercussions sur toute la région. Et c'est là qu'on arrive à ce changement majeur dans les alliances. Tout à fait. On parle beaucoup de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Formés par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils ont créé une force militaire conjointe.
Est-ce que c'est une simple coopération militaire ou il y a quelque chose de plus profond? C'est bien plus qu'une simple coopération. C'est un véritable pivot stratégique. C'est-à-dire? Ces trois pays, qui sont tous dirigés par des juntes militaires, ne font pas que mutualiser leurs forces contre les groupes djihadistes. Ils opèrent un basculement géopolitique complet. Ils tournent le doigt à leur partenaire historique, la France. La France en particulier, oui, et ils se tournent ostensiblement vers de nouveaux alliés. La Russie? La Russie en tête de liste, tout à fait. Ce n'est pas qu'une posture, c'est une redéfinition de leur politique étrangère. Et on en a eu une illustration très concrète et assez surprenante récemment. L'AUIS a publié un communiqué conjoint pour condamner une opération américaine au Venezuela. Oui, l'arrestation de Nicolás Maduro. Ça semble très loin de leurs préoccupations immédiates. Qu'est-ce que ça signifie, un geste pareil? C'est fascinant parce que ce communiqué, il n'est pas anodin du tout. C'est un signal très clair envoyé à Washington et à Paris. Et quel est le message? Le message, c'est « Vos actions, où qu'elles soient dans le monde, sont scrutées et nous nous positionnerons désormais en bloc contre ce que nous considérons comme de l'ingérence. » C'est une affirmation de souveraineté à l'échelle mondiale. Donc l'AES affiche un front uni sur la scène internationale. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. J'ai lu dans les sources que le Mali est quasiment paralysé. Oui, par un blocus sur le carburant imposé par le GNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda. Comment une force conjointe peut-elle fonctionner si l'un de ses membres est littéralement à sec? C'est exactement le nœud du problème. Et la solution trouvée par le Niger est pour le moins radicale. C'est-à-dire? Face aux transporteurs routiers qui refusaient de prendre la route vers le Mali, jugés suicidaires, le gouvernement nigérien a tout simplement révoqué leur licence d'exploitation. Attendez, on dit à des chauffeurs, soit vous risquez votre vie, soit vous perdez votre travail. C'est à peu près ça. Human Rights Watch a immédiatement réagi en parlant de travail forcé. C'est une situation intenable. On force des civils à devenir des acteurs logistiques dans une zone de guerre. Et les points de friction ne s'arrêtent pas là. Toujours au Niger, il y a cette histoire incroyable de cargaison d'uranium bloquée à l'aéroport. Oui, plus de 1000 tonnes de concentré d'uranium, Et cette histoire, elle est directement liée à la nationalisation de la mine de Somaï. qui était géré par le groupe français Orano. Exactement. C'est devenu un symbole de l'impasse totale entre la junte nigérienne, qui se rapproche de Moscou, et la France, son partenaire historique. Chaque jour que cette cargaison reste au sol est un message envoyé à Paris. Et pendant ce temps, les relations avec les États-Unis se tendent aussi. Oui, Washington a durci les conditions de visa pour une majorité de pays africains. Et la réponse du Mali et du Burkina Faso a été immédiate. Des interdictions de voyage réciproques pour les citoyens américains. C'est une politique du œil pour œil qui illustre bien la dégradation rapide des relations. Et ce n'est pas anecdotique. L'Union africaine a officiellement condamné la politique américaine. L'agacement dépasse le seul cercle de la EOS. Toutes ces manœuvres politiques, ces tensions, ces combats, tout ça a inévitablement un coût humain. Et c'est la population civile qui le paie. L'ONU a récemment tiré la sonnette d'alarme pour le nord-est du Nigeria. Oui, l'ONU parle de la pire crise alimentaire depuis une décennie dans cette région, notamment dans l'état de Borno, le berceau de Boko Haram. Et le plus terrible, c'est que cette crise a une cause directe et quantifiable. Une coupe drastique dans l'aide humanitaire internationale. J'ai vu des chiffres dans les sources qui sont difficiles à croire. Le programme alimentaire mondial serait passé de l'aide à 1,3 million de personnes à seulement 72 000 personnes. C'est un effondrement, ce n'est même plus une réduction. Mais comment c'est possible? Une coupe aussi drastique? La raison est brutalement simple. Les pays donateurs, confrontés à leur propre crise économique, à d'autres conflits, ont massivement réduit leur budget d'aide. Donc les agences de l'ONU se retrouvent avec des caisses vides. Et elles doivent faire des choix impossibles, en abandonnant de facto des centaines de milliers de personnes. À la fin, c'est une crise silencieuse qui se déroule loin des caméras. Et à ça s'ajoute une autre dimension, celle de la persécution religieuse. Un rapport de l'organisation Open Doors International dresse un tableau très sombre. Très sombre, en effet. Le rapport fait état d'un record de persécution des chrétiens dans le monde. Mais un chiffre sort tragiquement du lot. Le Nigeria. Le Nigeria. Sur près de 5000 morts de chrétiens liés à leur foi dans le monde, le pays en compte près de 3500. C'est plus des 2/3. Ce chiffre relie directement la crise humanitaire à la crise sécuritaire dont on parlait au début. Exactement. La violence des groupes extrémistes a des conséquences directes et mortelles sur des communautés spécifiques. Et sur le plan de la gouvernance, la tendance est aussi au durcissement. Au Mali, le gouvernement militaire a interdit la diffusion du magazine Jeune Afrique. Oui, c'est une nouvelle étape dans le contrôle de l'information.
L'accusation officielle est très grave, promotion du terrorisme et diffamation. Et en réalité? En réalité, le magazine avait publié des articles critiques sur la junte, notamment sur sa gestion de la crise du carburant. C'est un signal clair envoyé à toute la presse. La critique ne sera pas tolérée. C'est un tableau très chargé, très sombre, mais il est important, je pense, de ne pas oublier que la vie continue. Au milieu de ces crises, est-ce qu'il y a des poches de résilience ou même de succès? Absolument, et c'est essentiel de le souligner pour avoir une image complète. Sur le plan sportif, par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc est une source d'immense fierté. Un exutoire et un facteur de cohésion. C'est ça. Et sur le plan économique aussi, il y a des signaux positifs. Le Nigeria, malgré tous ses problèmes, a enregistré un record pour ses exportations non pétrolières, 6,1 milliards de dollars. Et son voisin, le Bénin? Le Bénin devrait connaître la plus forte croissance de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec une prévision de 7%. Donc oui, des dynamiques de développement existent, même dans cet environnement très instable. Revenons donc à notre question de départ. Quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on peut conclure? Cet ensemble d'événements, ça dessine les contours d'un nouvel ordre ou d'un désordre croissant? Je pense que la conclusion la plus juste, c'est qu'on est exactement au point de bascule. C'est-à-dire? Ce que ces 2 semaines révèlent, c'est une région qui tente de se défaire d'un ordre postcolonial, mais sans avoir encore bâti un nouveau système stable. On a donc toutes les caractéristiques d'une transition chaotique. C'est ça, une insurrection djihadiste qui s'adapte, une instabilité politique chronique, des catastrophes humanitaires et, par-dessus tout, ce grand réalignement géopolitique qui redessine la carte. Et ce qui rend la situation si volatile, c'est que les acteurs ont des objectifs souvent totalement opposés. Exactement. L'administration américaine justifie ses frappes au nom de la lutte contre le terrorisme mondial. Tandis que l'Alliance des États du Sahel y voit une violation de sa souveraineté. L'ONU appelle à l'aide humanitaire pendant que ses principaux bailleurs de fonds coupent les vivres. C'est un dialogue de sourds. Totalement. Et c'est pourquoi, pour les semaines à venir, il faudra suivre plusieurs points très attentivement. Premièrement, le déploiement de cette force conjointe de l'AES. Aura-t-elle un impact réel? Ou restera-t-elle un outil politique? Voilà. Deuxièmement, l'évolution de la crise humanitaire au Nigeria. Les appels de l'ONU seront-ils entendus? Troisièmement, le sort de cette cargaison d'uranium au Niger. C'est un véritable baromètre des relations entre le Sahel et l'Occident. Tout à fait. Et enfin, la poursuite ou l'apaisement des tensions diplomatiques avec les États-Unis. Chacun de ces points pourrait faire basculer la région d'un côté ou de l'autre. Cette analyse approfondie a été rendue possible grâce à Stylo News. Stylo News est une application disponible sur mobile et sur le web qui vous permet de créer vos propres bulletins de renseignements personnalisés. À l'analyse en temps réel des centaines de sources d'informations traditionnelles, mais aussi le réseau social X, pour vous offrir une compréhension fine et sur mesure des événements qui vous importent. Pour créer vos propres analyses sur demande comme celle-ci et suivre les sujets qui sont cruciaux pour vous, abonnez-vous à Stylo News sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés pour cet examen détaillé de l'actualité en Afrique de l'Ouest. Si certains des sujets qu'on a abordés aujourd'hui vous intéressent particulièrement pour de futures analyses, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Et pour rester informé au quotidien, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.